10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Une nouvelle semaine qui redémarre. Nous sommes le lundi 8 décembre et pour commenter l'actualité, Jérôme Dubu, bonjour. Bonjour. Vice-président de France-Israël, Laurence Sayet, bonjour. Bonjour. Chroniqueuse politique, ancienne députée européenne. Laurence, elle arrive, elle est toujours très calme et puis à la fin, elle est survoltée. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne. Bonjour. Votre dernier livre, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, aux éditions Michel Lafon. Et puis vous avez lancé une nouvelle revue. Oui. Dites-nous quelques mots. La nouvelle revue politique dont le site a été mis en ligne mercredi. Avec Voilà, beaucoup de signatures. Beaucoup de signatures, Pierre Manant, Pierre-André Taguieff, Thibault de Montbrial, etc., Geneviève Gotzinger, voilà, on a beaucoup de noms, Stéphane Rosès, on a un comité scientifique très fourni, Éric Anceau également, qui est l'auteur d'une magnifique histoire de France, là, de 1000 pages collectif. Et vous étiez à la tête, avec Noël Lenoir, du comité de soutien à la libération de Boualem Sansal. Et puis on pourra parler évidemment avec vous de Christophe Glaise, qui lui est toujours détenu, qui a été condamné la semaine dernière à nouveau à 7 ans de prison. 7 ans de prison, et on va y revenir avec vous évidemment dans un instant. Et nous attendons Sophie de Menton. On va parler des patrons avec Sophie de Menton. On va parler de ces patrons qui sont en colère contre l'inconséquence du monde politique, les conséquences pour les patrons, petits et grands. Vous pouvez nous appeler si vous êtes entrepreneur et que vous nous écoutez. Vous êtes nombreux à nous appeler d'ailleurs sur ce sujet et à nous raconter ce qui se passe pour vous concrètement dans votre entreprise, pour interroger les patrons, restaurateurs, commerçants. Ils ont du mal en ce moment et le manque de visibilité et la politique fait que c'est extrêmement compliqué. On va parler de ce week-end dramatique, une fois de plus, 3 morts en un week-end entre Rennes et Chirol sur fond de trafic de stupes. La cocaïne qui détrône le cannabis sur le marché de la drogue pour la première fois en France, et puis 11 millions de visiteurs à Notre-Dame. Alors faut-il faire payer l'entrée pour sauver le patrimoine? On en parle avec vous, 0826 300 300. Tous ces sujets évidemment vous concernent et on attend vos réactions. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on fasse payer l'entrée à Notre-Dame, ou d'une manière générale dans les grands établissements, je ne sais pas si on dit établissements religieux, ça pourrait être la Bonne Mère qui vient d'être entièrement, je ne sais pas si vous avez vu les images hier à Marseille, entièrement restaurée. Quand on se promène en Europe, si vous allez en Espagne, vous payez à l'entrée des principales cathédrales. Vous en pensez quoi, Laurence Sayet? Alors, je suis un peu partagée, mais bon, je vais trancher quand même. Je pense que pour ceux qui pratiquent la religion et qui vont à l'habitude d'aller à Notre-Dame, qui ne sont pas des touristes, l'accès gratuit est quand même très important, parce que payer pour prier, c'est quand même, merci Arnaud, c'est quand même un peu étrange. Néanmoins, pour les touristes, effectivement, c'est un lieu de visite et il y a besoin d'argent, on l'a remarqué. Néanmoins, il faut espérer que cet argent soit bien géré, contrairement au Louvre. Alors on va en parler du Louvre, mais il y a des moments où l'accès est gratuit, justement, pour que les fidèles puissent prier. Mais globalement, quand on va visiter une cathédrale ou une église qui est un lieu touristique, comme peut l'être Notre-Dame, c'est pas très propice à la prière non plus. Enfin, il y a beaucoup de monde. Donc, tout à fait, mais moi j'ai vu quand même des moments où il y avait des gens qui étaient en train de prier, de se recueillir, et en même temps des gens qui visitaient. Donc il faut quand même, mais je crois que dans le projet parce que c'est Rachida Dati qui défend le fait de payer les entrées, il était prévu justement de différencier les touristes et les paroissiens. Alors ça va être difficile parce qu'on peut être touriste et paroissien. Il n'y a pas que Notre-Dame. Il y a aussi d'autres, en province, il y a des tas d'édifices religieux qui pourraient être aussi payants. Moi, je suis un peu partagé, je suis un peu comme Laurence, mais je tranche en disant non, c'est la gratuité qui doit s'imposer. Même 5 €, ce qu'avait proposé Rachida Dati, qui était plutôt une somme symbolique. Symbolique, mais après, le symbole, il est fort. Donc,
Moi, je suis assez contre la marchandisation des édifices et des édifices de culte, quels qu'ils soient d'ailleurs, que ce soit des églises, des mosquées, des synagogues, peu importe. Hein. Moi, je suis contre. Mais ce sont des bâtiments d'exception. Hein. 0826 300 300. J'ai envie de vous entendre sur ce sujet. Est-ce que vous pensez que sur des... La Bonne Mère aussi, c'est un bâtiment d'exception. Oui. La Notre-Dame, etc. La cathédrale de Reims, toutes nos cathédrales. Donc marchandiser le patrimoine religieux, moi j'ai un peu de mal. Voilà. Arnaud ? Moi je suis assez d'accord avec Jérôme en effet. Alors, je suis partagé aussi, c'est vrai qu'à un moment donné il y a nécessité de trouver des moyens pour pouvoir maintenir en état des édifices parfois religieux qui ont tendance, je veux dire, à s'abîmer. Mais c'est vrai que la marchandisation des lieux de culte, c'est pas une tradition en tout cas française manifestement. Et est-ce que ce sera d'ailleurs suffisant, en l'occurrence, pour permettre aussi la restauration d'un certain nombre de lieux qui sont en effet aujourd'hui particulièrement dégradés? Je ne suis même pas sûr. Oui, Sophie de Menton vient d'arriver. Bonjour Sophie. Bonjour. Peut-être que vous allez être... Moi, je suis favorable à ce qu'on fasse payer même un montant symbolique. Totalement favorable. Les femmes sont pour, les hommes sont contre. C'est ce qu'on voit. On est plus conservateurs. Payer pour l'entrée à Notre-Dame ou dans des établissements qui nécessitent... Non, mais il y a un moment, il faut faire payer les gens qui veulent payer. On paye volontairement. Faisons payer les riches. Non, les gens qui sont d'accord pour payer, parce que ceux qui paieront pour y aller seront d'accord. Ouais. Ensuite de ça, il y aura beaucoup d'étrangers. Ouais. Je trouve ça pas si mal que les étrangers paient après, aussi. Il y a la question de payer pour aller prier, ce qu'évoquait Laurent Sayet. Non, c'est pas payer pour aller prier, parce que... Alors là, je pense qu'il pourrait d'abord y avoir une exception sur les messes et les offices religieux. C'était prévu d'ailleurs. Payer pour aller prier, c'est très bien, c'est un acte de charité. Bon, il y a déjà le denier du culte. On va pas rajouter encore. À la messe on paye, on a la caisse, on paye, il y a la quête on paye. Non mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez qu'on entretienne nos églises en France? Est-ce que vous voulez qu'on y arrive ou est-ce que vous voulez laisser se dégrader complètement tout ce qui est religieux? Mais pas du tout. On a les moyens, l'État a les moyens d'entretenir. C'est une question de priorité, mais bien sûr que si. Mais la priorité par rapport à un hôpital, par rapport aux prisons, par rapport à... Oui, la priorité. Non, mais dans la politique culturelle, il peut y avoir des priorités, en effet. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la gestion des deniers. Je le redis encore, parce qu'on peut faire payer, mais si c'est pour faire n'importe quoi... Je suis d'accord. Regardez le Louvre. Parce que vu comment on gère les deniers publics actuellement, le Louvre, c'est pas une question de budget, c'est une question de priorité, d'efficacité. Enfin, on a quand même, de manière générale, des gens parfois... Je ne parle pas exactement, spécifiquement, mais on a quand même des hauts fonctionnaires payés comme une dinguerie dans certains gestions de sites pour ne rien faire au final ou ne pas assumer même quand il y a des fautes. Donc là je ne sais pas comment ça se mettra en place, mais si l'argent doit partir à droite à gauche pour payer des fonctionnaires qui vont réfléchir à l'entretien de Notre-Dame, des fonctionnaires qui vont réfléchir à la manière dont on va rentrer les gens, des fonctionnaires qui vont réfléchir, les fonctionnaires qui réfléchissent, si vous voulez, c'était Notre-Dame. Tous en même temps. C'était Notre-Dame. Il se trouve qu'on a trouvé plus d'argent pour la rénovation de Notre-Dame qu'il n'en fallait. Oui. Alors c'est quand même assez exceptionnel. Merci Bernard Arnault. Oui. Donc on a donné l'argent. On a donné l'argent à d'autres sites qui étaient en difficulté. C'est formidable. Ils sont plusieurs. On n'a pas besoin de faire payer pour trouver de l'argent. Je suis désolé. Non, attendez. Il y a une catastrophe sur les églises en France. Oui, ça dépend des sites. Vraiment. Et moi, je pense, je partage votre point de vue. Il faudrait être sûr, et absolument par un décret, par je ne sais quoi, que tout l'argent recueilli va à la rénovation des églises en France. Écoute, moi je viens de faire classer dans mon petit village de Seine-et-Marne, à côté de Fontainebleau, je viens de faire classer l'église à l'inventaire des monuments historiques. Oui. Bon, c'est exceptionnel, il n'y en a qu'une qui a été classée en Seine-et-Marne en un an, avec beaucoup d'amis, etc. On a fait ça. On a trouvé pour la première tranche de la rénovation de l'église, qui s'élève à 600 000 €, on a trouvé 200 000 € de dons dans un petit village de 700 âmes. Ouais, bien sûr. Oui, mais parce que pas besoin de l'argent public, pas besoin de faire payer. Non. Vous avez été très convaincant, mais je ne pense pas. Pas besoin de faire payer, non. Si. Non. Bon, il faut savoir quand même que si vous voulez visiter le trésor de Notre-Dame, c'est 12 €. Vous montez dans les tours, il faut payer. Et 5 €, me dit une auditrice, ça aurait permis de récolter 75 millions d'euros si on avait fait payer depuis l'année dernière. On fait bien payer les musées, enfin. Voilà.
Mais là, c'est un édifice religieux. Un édifice religieux. Bon, voilà, et Stéphane, un auditeur, me dit on paye. Oui, vous êtes un peu ringard. Stéphane me dit on paye bien, ça c'est pour les politiques, on paye bien les politiques pour un résultat pas terrible. Ça c'est vrai. Voilà. Oui, bon. C'est presque religieux. C'est presque religieux. Je vous propose que nous marquions une pause, peut-être avant. Vous savez que c'est bientôt Noël, il n'y a plus que 17 dodos. Donc nous jouons avec Sud Radio. Le sapin de Noël Sud Radio. Voilà, le sapin de Noël Sud Radio, des dizaines de cadeaux à gagner jusqu'au 24 décembre. Vous envoyez sapin par SMS au 7 20 18 et alors vous pouvez gagner. Tout va à Notre-Dame. Aujourd'hui, pas du tout. Un bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Mais le Vent à la Française, c'est un bracelet qui est fabriqué, Sophie, intégralement en France, fabriqué à la main avec une rose des vents, symbole du voyage, de l'aventure et de la liberté. Donc un bon d'achat de 200 € pour le site Le Vent à la Française. Vous tapez sapin au 7 20 18 et on vous donnera le gagnant dans quelques instants. À tout de suite, on va parler des patrons. Les patrons en colère contre l'inconséquence du monde politique. Là aussi, 0800 26 300 300. Vous êtes patron, vous êtes commerçant. Dites-nous ce que l'impact aujourd'hui du chaos politique a sur votre entreprise. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on est avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. À 11h30, on recevra un couple iconique de l'amour et dans le pré, puisque grande émission sur M6 ce soir. Absolument, j'espère bien que vous allez rester. Jérôme Dubu, Arnaud Benedetti, Laurent Saillet, Sophie de Menton. Parlons des patrons. La colère des patrons face à l'inconséquence du monde politique. C'est une colère qui monte. Le monde patronal qui élève la voix. Vous, Sophie, en êtes l'une des grandes actrices, l'un des grands acteurs. Je ne sais pas si parce que actrice, ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu Hollywood. Oui, ça fait un peu Hollywood. Ça fait le Festival de Cannes. Et c'est vrai que, alors peut-être qu'on peut dire un mot de la plainte que vous avez déposée contre Sophie Binet, qui a été mise en examen parce que c'est automatique quand il y a une plainte qui est déposée. Elle avait dit les rats quittent le navire en parlant des grands patrons. Vous avez porté plainte et vous vous êtes retrouvée assez seule finalement dans ce combat. Vous n'avez pas été soutenu par le MEDEF, vous n'avez pas été soutenu par le patronat. Alors, c'est tout à fait vrai et en même temps c'est faux parce que je suis tellement soutenue par les entrepreneurs d'éthique qui même des gens dans la rue. Enfin, c'est étonnant parce que il y a eu un bins autour de Sophie Binet. D'ailleurs, c'est étonnant parce que la presse s'est jetée sur Sophie Binet, mais ça n'a pas intéressé grand monde. Le sujet en lui-même et pourquoi cette plainte. Moi, je voudrais et c'était l'origine d'ailleurs de cette plainte, je veux qu'on arrête d'insulter les patrons. Ils n'en peuvent plus en ce moment. On les attaque de toutes parts. Ils ont des taxes, on les accuse de gagner trop d'argent. Les riches sont lamentables, la réussite et là, que les rats quittent le navire et surtout en attaquant Bernard Arnault, particulièrement, qui en prend plein la gueule, y compris dans l'émission Cache Investigation, qui était absolument stupéfiante. Et donc j'ai voulu remettre les choses à leur place. Alors on a rencontré, enfin pas moi, mais mon directeur de cabinet a vu Sophie Binet au CESE vendredi, je crois, est allé la voir et lui a dit Sophie de Menton est à votre disposition, on n'a absolument rien contre vous. Et si vous dites que les mots ont dépassé votre pensée et que non, les patrons sont pas des rats, on enlève la plainte tout de suite. Elle était trop contente d'avoir cette plainte. Elle a dit qu'il n'était pas question qu'elle revienne sur ses propos. Et c'était un symbole. Voilà, c'est une plainte pas du tout contre la personne. J'ai été souvent parfois aux côtés de la CGT, mais il y a tous les entrepreneurs. Le boulanger me dit merci. Il en a marre qu'on les traite de tous les noms. Et les petits entrepreneurs se sentent complètement concernés lorsqu'on attaque les grands. On est les fournisseurs. Même les auto-entrepreneurs en ont besoin. Et je trouve que vraiment, c'est plus possible en France de gâcher ça. Et je vous signale, et j'en ai terminé, que c'est merci les entrepreneurs qui ne sont pas des rats d'avoir maintenu la croissance. Parce que s'il y a un soupçon de croissance plus important que ce qu'on imaginait, c'est grâce aux entrepreneurs. Non, nous ne sommes pas des rats. Et moi, je voudrais que la CGT retire ça. Oui, visiblement pas. Alors, on a Philippe en ligne avec nous. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Vous êtes chef d'entreprise ? Eh oui. Eh oui. Hélas pour moi. Dans quel secteur ?
Moi, je fais du tourisme et de l'immobilier. D'accord. Ah, puis c'est le pire secteur. Oui, c'est des secteurs compliqués. Et donc, est-ce qu'il y a une conséquence aujourd'hui sur votre entreprise du climat politique ? Alors oui, tout à fait. Avec déjà pour la partie immobilière, on attendait beaucoup du statut du bailleur privé. Et puis donc, moi, je suis à un âge où on passe à la retraite, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc on change un peu de fusil d'épaule et le statut de bailleur privé, on l'attendait fortement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient ça pour pouvoir investir, pour pouvoir produire du logement de qualité pour tout un tas de Français qui en ont besoin. Et ça fait un plouf, donc on peut rien faire. Et puis après, sur un plan d'entreprise pure et dure, moi j'ai une entreprise de tourisme dans le Val d'Oise, à Auvers-sur-Oise, je vais la mettre en vente. Les banques refusent, on ne sait pas où on va. Il y a cette instabilité qu'on a au niveau politique fait que le monde des affaires est à l'arrêt, parce que ça change tout le temps et on ne sait pas où on va. Et pour mener une entreprise, c'est comme pour mener un bateau, il faut avoir un port d'arrivée. On ne sait pas où on va et tout est en réalité à l'arrêt. Il y a des brouhahas, on ne sait pas ce qu'on fait, on sait très bien que ça ne peut pas durer. C'est tout ce qu'on sait. C'est-à-dire que les investissements, moi, j'en fais plus, je ne peux plus en faire. Et la vision que j'ai des choses, pourtant j'ai des potentialités importantes, je sais que j'ai des potentialités, mais j'y vais pas parce que je sais pas à quelle sauce on va me manger. Aussi bête que ça. C'est ce que vous dites reflète effectivement ce qu'on peut entendre de la part d'un certain nombre d'entrepreneurs. À l'Assemblée nationale, c'est vrai que si on regarde, les députés ont décidé d'instaurer une nouvelle baisse du crédit à l'apprentissage, une surtaxe d'impôt sur les sociétés, un impôt sur la fortune improductive, une hausse des taxes sur le rachat d'actions, un remboursement du CIR en cas de délocalisation, une taxe holding, une restriction du pacte Dutreil. Enfin, qu'est-ce que Laurent Sayek ? L'entreprise, c'est la vache à traire parce que les entrepreneurs, ils ne vont pas dans la rue pour tout casser. Les entrepreneurs, ils bloquent pas le pays. Donc, effectivement, dès qu'on a besoin d'argent, c'est chez eux qu'on va chercher parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, entre guillemets, de nuisance. Parce que comme ils ne sont pas dans l'état d'esprit de certains cégétistes, justement, ils ne sont pas en train de dire, dès qu'on n'a pas quelque chose qui nous convient, on va, excusez-moi du terme, emmerder tout le monde. Pour revenir à Madame Binet, elle est très contente de cette plainte, même s'il fallait la déposer, et je vous en félicite, parce que ça va lui coûter 0 €. C'est-à-dire que ces frais seront payés par la CGT, c'est pas dire par notre argent, chers amis, les contribuables. C'est-à-dire que c'est nous qui allons payer ses frais d'avocat. En plus, elle se fait de la pub gratos et elle gagnera. Parce que ça fait partie de la liberté d'expression. Donc, Madame Binet, mais il fallait déposer cette plainte. Parce que moi, je suis stupéfaite de voir comment on laisse dire des mensonges sur tous les plateaux. Et je ne comprends pas que les journalistes, parfois, ne contestent pas ce qui est dit. Pourquoi on fait du patron bashing ? Parce qu'on a laissé penser aux Français que c'était vrai qu'il y avait 211 milliards d'euros qui avaient été donnés. C'est un mensonge absolu. Mais c'est très facile à démonter. Et quand quelqu'un dit il y a 211 milliards d'aides, aucun journaliste ne dit non, ce n'est pas la vérité. Moi, je ne comprends pas ça. Et donc, on est rentré dans un patron bashing qui est vraiment désespérant. Et le message donné à notre jeunesse, c'est formidable. Surtout ne soyez pas patron, surtout ne réussissez pas, sinon vous êtes les méchants. En fait, avec Madame Binet, on devrait faire une France de... Moi, je pense que les syndicats, alors qu'ils représentent personne, il y a 10% des salariés qui sont syndiqués. On leur donne beaucoup trop d'importance. On leur donne beaucoup trop d'argent et beaucoup trop d'importance. C'est ça qui détruit notre pays. On ne peut pas réformer à cause d'eux parce qu'ils arrêtent la France. On ne peut rien faire. Et en plus, maintenant, ils sont en train de dégoûter ceux qui font réussir la France, c'est-à-dire les patrons. Et mais il n'y a pas que les syndicats qui sont responsables de la situation. C'est-à-dire, il y a vraiment ce sont des parlementaires qui ont voté depuis plusieurs semaines. On a un débat budgétaire qui est absolument catastrophique. Vous avez cité le nombre de taxes qui ont été votées de tous bords. De tous bords. Oui, de tous bords. De tous bords. La suspension de la retraite à 64 ans, elle a été votée aussi par des gens de droite. C'est vrai. C'est stupéfiant. Non, elle n'a pas été votée par des gens de droite. Il y a un certain nombre de députés LR qui ont voté pour la suspension. 3 ou 4. Voilà, 3 ou 4, c'est je suis d'accord avec vous, c'est honteux. Voilà, c'est honteux. Et cela, je me demande quelles sont leurs vraies convictions. Voilà. Bon, cela étant, moi je trouve qu'on est revenu 50 ans en arrière. On est revenu dans le climat de 1981, où effectivement, les riches doivent payer. Les entreprises gagnent de l'argent sur le dos des salariés. Indépendamment des syndicats qui sont ce qu'ils sont, ils sont très marxisés pour la plupart d'entre eux. J'exclus la CFDT qui a fait beaucoup de progrès de ce point de vue-là, mais la CGT Sud, c'est encore très marxisé avec
une idéologie qui est anti-entreprise. Et on avait fait des progrès en 2017. On avait fait des progrès sous Sarkozy. On avait fait des progrès en 2017. Là, on est revenu 50 ans en arrière. Je vois les débats à l'Assemblée nationale, ça me stupéfait. Des gens qui vous disent, les yeux dans les yeux, je vais vous défendre, vous êtes une très belle entreprise, je suis content que vous soyez sur mon territoire, et qui à l'Assemblée font l'inverse. Font l'inverse de ce qu'ils disent aux chefs d'entreprise sur leur terrain, qui sont dans leur commune ou dans leur circonscription. Je suis stupéfait de ce climat. Moi, j'avoue que cette classe politique me désespère totalement. Il y en a un ou deux qui essayent de prêcher la bonne parole du libéralisme et du pro-business. Ce sont des voix qui prêchent dans le désert. Ouais. On est revenu en arrière dans cette société française, c'est terrible. On a un autre Philippe, chef d'entreprise. Bonjour Philippe, vous nous appelez d'Avignon. Bonjour. 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 Et donc, vous avez beau temps, on a beau temps. Non, nous c'est moyen. Il fait bon, mais pas terrible. Vous avez bien de la chance qu'il fasse beau chez vous. Tant mieux. Donc vous êtes chef d'entreprise dans quel secteur ? Dans le secteur du jardin, espace vert, paysage. On va dire que c'est une petite entreprise, 6 salariés. Ouais. Et en fait, on souffre depuis 2022. On souffre pas là. Là, ce qu'on souffre, c'est la résultante de 2022. On a des clients mais moi, ça m'est arrivé encore la semaine dernière. Et c'est pour ça que votre sujet tombe drôlement bien. On n'est pas des structures à 600 salariés, mais encore la semaine dernière, j'ai un client où on avait tout un aménagement à faire pour 35 000 €. Alors vous, ça paraît pas grand-chose, mais pour nous, c'est quelque chose. Si, 35 000 € qui me dit, écoutez Philippe, on va continuer l'entretien, l'investissement on verra plus tard, parce que et c'est des étrangers, ils nous disent, ils nous pompent de partout, on n'en peut plus. Mais moi j'ai ça depuis 2022. Depuis 2022. Donc j'ai des confrères toutes les semaines qui m'appellent si j'ai pas du boulot à la filer en sous-traitance. Ouais. Mais moi je suis à la limite de prendre un salarié en plus et 2 véhicules neufs. Je ne le fais surtout pas. J'ai étalé mon planning de travail en disant, écoutez, on va avoir quelque chose qui va nous tomber du ciel de je ne sais pas où, je n'investis rien, je bloque tout. On avait un vieux fourgon en remplacement, on l'a mis au garage, pour 1 200 €, il nous l'a fait passer au contrôle technique, voilà. Et on va rouler avec ça, mais on ne mettra pas 50 000 € dans le commerce. Et c'est tellement juste que vous dites qu'il y a quelque chose qui me choque beaucoup, c'est qu'il y a des entreprises comme la vôtre, typiquement, et que dans tous les jardins des préfectures, il y a des fonctionnaires jardiniers. Je ne comprends pas pourquoi ils font un statut de fonctionnaire pour assurer ce type de métier alors qu'il y a des jardineries, des boîtes comme les vôtres partout à côté de la préfecture. C'est invraisemblable. Il n'y a aucune raison pour ça. Oui. Et Philippe, oui. Votre commentaire est très bon. Moi, j'invite les politiques à regarder les montants qu'ils mettent dans les espaces verts, mais pas dans l'investissement de l'espace vert, dans le salarié. Et ils vont voir que c'est phénoménal par rapport à nous ce qu'on fait. C'est la fonction publique territoriale. Une énorme erreur de faite par nos politiques. Le rissoir de 64 ans, si vous voulez, d'accord, mais dans nos métiers, on va leur filer une pioche et on va voir. Et puis, deuxième chose, moi, mes salariés, ils font 1 heure par jour. 1 heure par jour. C'est le delta mensuel, 1 heure supplémentaire par jour. C'est le delta qui leur permet à la fin d'avoir un salaire plus intéressant pour vivre. Vous travaillez plus. Aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais sur Avignon et ses environs, parce qu'on travaille nous beaucoup dans le Luberon, avec 1 600 balles un couple, 3 200, s'il a 2 enfants, il s'en sort pas, il faut la voiture, etc. Donc c'est pas possible de vivre comme ça. Mais ces gens-là sont tellement déconnectés des petits chiffres que je viens de vous donner qu'ils n'ont plus rien compris. Ils n'ont plus rien compris. Tenez-vous bien, en 2 ans, c'est un de mes salariés qui me disait ça ce matin, il dit en 2 ans, le paquet de gâteaux pour mes 2 gamines, il a doublé. Oui. Notre interlocuteur a parfaitement raison. Moi, je reprends le thème de l'apprentissage, par exemple. Macron a fait des choses, ces gouvernements successifs ont fait de très bonnes choses pour l'apprentissage. D'ailleurs, l'apprentissage est passé de 300 000, 400 000 à doubler à presque 1 million d'apprentis. On a rattrapé presque l'Allemagne, c'était un de nos handicaps. On avait peu d'apprentis. D'ailleurs, ça a fait baisser les chiffres du chômage. C'est une des explications de la baisse du chômage, l'augmentation de l'apprentissage. Eh bien, là, on a la vérité des faits. Ça a marché avec des aides, effectivement, de l'État, mais qui sont des aides qui sont bien
mis en place. Eh bien, que fait la représentation nationale? Elle remet en cause le statut de l'apprenti, elle baisse les aides aux apprentis, alors que ça a marché. Enfin, c'est stupéfiant. On se retrouve dans un instant. Vous aurez la parole, Arnaud Benedetti, si vous voulez répondre ou réagir à ce que vient de dire Philippe, inquiet pour les mois à venir. Beaucoup d'entrepreneurs, quand on dit entreprise, ça va de effectivement 3, 4, 5, 6 salariés à des centaines de salariés. Mais tous sont confrontés à cette problématique. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. On est ensemble avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Nous parlons des patrons en colère. Des patrons, quand je dis patron, c'est comme Philippe qui a 6 employés, qui nous dit qu'il n'embauchera pas, qu'il pourrait embaucher si... Enfin bon, on est dans une situation ubuesque aujourd'hui. Arnaud, on vous a pas entendu sur le sujet. On est dans une situation ubuesque qui est commandée par une situation politique qui elle-même est ubuesque. C'est-à-dire qu'on a vu ce qui s'est passé au Parlement. On voit finalement un Premier ministre qui cède quand même à beaucoup de sollicitations de la gauche pour pouvoir se maintenir. Et ça, je crois que c'est un élément important qui explique en effet qu'il y a eu ce concours de taxes qui viennent partout. Vous avez raison de le dire. Ensuite, moi je suis assez frappé en effet par rapport à ce que disait Jérôme, c'est-à-dire que le climat dans lequel on se retrouve est assez proche du climat des années 70, même avant 81, parce que François Mitterrand avait fait évoluer les choses après sur l'entreprise dans les années 80. Il avait au moins dans le discours, je veux dire, eu un discours qui n'était pas un discours négatif et critique vis-à-vis du monde de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas au début en effet de son premier septennat. Mais en fait, le problème c'est que l'approche de l'économie en France est très idéologisée. Ouais. Elle ne l'est pas ailleurs, finalement. En Espagne, ce sont des socialistes qui gouvernent, que je sache. L'économie espagnole n'est pas soumise, finalement, aux diktats idéologiques que l'on connaît en France. Donc, l'économie est un sujet de fracturation idéologique et où la gauche continue, et la gauche, pas seulement la gauche la plus radicale, parce qu'on le voit aussi du côté du Parti socialiste, à, d'une certaine façon, mener la danse et avoir un discours qui est un discours finalement, d'une économie qui doit être administrée, d'une économie qui doit être taxée. Et en plus, on joue sur un imaginaire en France qui est quand même un imaginaire très anti-patron, qui est vieux et qui remonte à très longtemps. Et donc tout ça, finalement, crée le climat dans lequel on se retrouve. Arnaud a raison, l'économie, c'est avant tout du pragmatisme. Oui, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. On le sait à peu près, j'ai cité l'apprentissage tout à l'heure, on sait ce qu'il faut faire. Les successions, on pourrait en parler aussi, on sait très bien ce qu'il faut faire aussi. Le privé public. Que ce soit mais le pragmatisme, vous avez été balayé par de l'idéologie. Sur les successions, vous avez... Pas tous en même temps. Oui, de la méconnaissance. Non, mais sur les successions, c'est très intéressant. Vous avez des députés de gauche qui demandent de taxer encore plus les successions. Je vais vous donner un exemple concret. Je vais vous donner un exemple concret de la bêtise politique économique. Moi, quand j'étais au Parlement européen, Monsieur Breton, qui était à la Commission, a sorti un texte pour lutter contre les retards de paiement. Très bien. On sait que nos entreprises, les petites, en souffrent énormément. Et il a donc lancé un texte effroyable, qu'heureusement on a réussi à faire tomber, mais on a toujours peur qu'il ressurgisse, de passer de 60 jours à 30 jours les délais de paiement. Il confond délai de paiement et retard de paiement, comme si quand vous étiez un mauvais payeur de votre loyer, vous étiez obligé de... Mais si on n'était pas intervenu, en fait, ce texte sortait des milliards de pertes, parce que c'était des pertes d'emploi. C'est impossible pour la trésorerie, et notamment des plus fragiles sur le livre. Imaginez comme si vous pouviez payer vos livres en 30 jours. Enfin, et je vous assure, j'ai eu de nombreux échanges avec lui. Il n'a jamais compris, alors qu'il est maintenant en train de nous expliquer l'économie est formidable. Il n'a jamais compris ce que tout le monde a essayé de lui expliquer. C'est la différence entre retard mais voilà, donc c'est la déconnexion totale du personnel politique du monde de l'entreprise. Sans compter que les pires dans tout ça, c'est les paiements de la fonction publique. Nous travaillons, nous, entreprises privées, pour la fonction publique. C'est des délais qu'on n'accepterait jamais d'une autre boîte. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on avait l'impression qu'on avait progressé, que la classe politique
politiques avaient un peu mieux compris l'entreprise, qu'il y avait des évolutions. Tu parlais de Mitterrand avec Tapie, etc. Oui, une politique un peu plus de l'offre, encore que les taxations étaient très lourdes. Et que Hollande, mon ennemi c'est la finance, ça nous avait tous marqué. C'était quand même en 2012, avec une politique de taxation terrible. J'aime pas les riches aussi, il a dit. Voilà, il a mis 40 milliards de plus d'impôts lors de son mandat. Mais là, on a l'impression d'une régression totale. Moi, ça me frappe, c'est incroyable. Petit espoir, c'est que nous avons au sein d'Éthique lancé parlementaires dans l'entreprise, en leur envoyant des lettres à tous, en disant vous ne savez pas ce que c'est que l'entreprise. On fait un petit stage de 2 jours, on fera peut-être plus. Bon, pour l'instant, on en a 70 qui ont dit oui, mais c'est déjà miraculeux. Oui. Mirobolant, mais tous du même bord. À peu près. Oui, mais ils vont venir te voir, ils vont te dire c'est formidable, etc. Mais au moment du vote, ils vont faire l'inverse. Moi, je pense qu'il faut exiger au Parlement qu'il y ait un stage de 4 jours par an pour les parlementaires dans les entreprises. Ça suffit pas. Je pense que ça change rien du tout. Non. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils ne savent rien. Ils sont scotchés quand ils voient la compta. On les met 1 heure à côté de la comptable. Ils sont les bras ballants. Une réunion commerciale, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent rien. Mais c'est aux Français de voter pour des chefs d'entreprise. Oui, des gens. Il n'y en a pas beaucoup. Juste un mot quand même sur le cache investigation de France 2, qui était un document à charge contre Bernard Arnault. Et je trouve qu'il y a eu pas mal de réactions en fait pour s'indigner qu'on s'attaque à un grand patron. Attendez, à Toc Éthique, nous, on est en train de se demander si on ne va pas saisir l'Arcom. Parce qu'il y a quand même, je ne sais pas, mais c'est. Il est membre d'Éthique. C'est un de nos adhérents. Mais vous parliez d'incompréhension. Je voyais un économiste qui expliquait, parce qu'à un moment, il y a une démonstration assez compliquée. Il fallait suivre avec des petites billes qui représentaient 100 000 euros. Il y en avait des tonnes et des tonnes dans la holding qui, soi-disant, lui permettait d'économiser. Sauf que ça n'a strictement rien à voir, que c'est de l'argent qui doit être réinvesti. Donc il y avait des erreurs. Et l'économiste qui est choisi est un économiste qui est visiblement aussi orienté. Donc quand on fait un reportage comme celui-là, mais j'ai été étonnée du nombre de réactions qu'il y a pu y avoir. Les gens ont été outrés. Et il y a un truc tout bête, mais alors là qui est à la portée de tout le monde, c'est que on a choisi, pourquoi pas, des salariés de la boîte pour dire à quel point c'était pas sympa dans leur boîte, qu'on les espionnait, etc. On a pris, et c'est normal pour qu'on ne les reconnaisse pas, mais on a quand même pris des figurants, parce qu'on voulait même pas mettre leur silhouette au cas où on aurait pu. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils avaient peur de témoigner à visage découvert. Je comprends, mais d'habitude on masque un peu. Là, ils ont pris des figurants pour être sûr qu'on reconnaisse pas leur silhouette. C'est pas la même voix, c'est des figurants, etc. Et on les montrait bien en silhouette de figurants. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a pris que des mecs qui aiment pas leur boîte. Vous avez vu le nombre de salariés? Ils auraient pas pu prendre un type qui aimait leur boîte quand même. Mais là, l'idée, c'était à charge. Non, mais c'était à charge. Le groupe Arnault, LVMH, fait 90% de son chiffre d'affaires à l'étranger, 10% en France. Il paye 50% de ses impôts en France. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? Moi, je ne sais pas. On préfère que Chine arrive et qu'il se barre. Non, allez, parlons quand même de ce week-end tragique. Il y a eu des règlements de compte, une fois de plus. Des 2 hommes, 18 et 22 ans, tués par balle à Échirolles. Une escalade de la violence donc à Grenoble, mais également à Rennes. Si vous lisiez les journaux ce week-end, vous verriez aussi qu'à Paris, les vendeurs à la sauvette sont totalement sous... Alors, il y a eu beaucoup de progrès. Le commissaire du 18e s'en félicite, mais on a des secteurs qui sont totalement, complètement hors de contrôle pour l'État. Arnaud ? Mais complètement, c'est une guerre de territoire qui est en train d'être perdue, et puis surtout c'est une guerre de territoire qui s'étend. C'est ça la difficulté. Traditionnellement, dans l'histoire du milieu en France, on savait qu'il y avait des zones, je veux dire, qui étaient plus exposées à ce que l'on appelait la mafia. Et aujourd'hui, c'est un phénomène qui s'est largement développé sur l'ensemble du territoire, dans des villes moyennes, parfois dans des petites villes également. Vous avez des points de deal. Le problème, c'est que vous avez un chiffre d'affaires qui est absolument considérable, qui est celui de boîtes du CAC 40. Phénomène à l'italienne, d'ailleurs, au demeurant, parce que l'Italie, moi, il y a un romancier italien que j'aime beaucoup, c'est Leonardo Sciascia, qui avait beaucoup écrit sur la mafia en Sicile, et il avait une expression, une métaphore qui était très jolie, il disait la ligne du palmier monte, c'est-à-dire que elle vient de la Sicile, de Naples, et elle monte vers le nord. Et là, on a finalement un phénomène qui est assez similaire à celui qu'on a connu en Italie, sauf que les Italiens, eux, ont pris un certain nombre de mesures depuis quelques années
qui leur ont permis, pour une partie, d'endiguer ce phénomène. Et nous, on est très en retard en la matière, à la fois sur l'arsenal législatif, notamment, et également sur l'arsenal des moyens policiers. Totalement démunis. On se retrouve dans un instant pour en parler. 0826 300 300. Si vous habitez dans un secteur où il y a de la délinquance, du narcotrafic, appelez-nous et témoignez au micro de Sud Radio. À tout de suite. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Voilà, nous allons continuer donc à parler donc de cette escalade de la violence à la fois à Rennes, à Grenoble et dans de très nombreux territoires, avec un État qui semble impuissant face à cette montée de cette narco-délinquance et à signaler, c'est-à-dire cette enquête qui nous apprend que la cocaïne a dépassé le cannabis et qui devient pour la première fois le premier marché de drogue en France. Mais sur ces hommes qui s'entretuent, vous allez me dire, tant mieux, pardon d'être aussi cynique, qui s'entretuent entre eux, ces délinquants, mais c'est absolument terrifiant pour les gens qui habitent dans ces sur ce qu'allait, je l'ai déjà dit ici, sur ce qu'allait devenir le marché de la drogue en Europe, et particulièrement en France, parce que c'est la France qui nous intéresse, même si l'Europe, il y a des passerelles évidemment. Il y a une note, un rapport de la DGSE qui a été fait dans la fin des années 2010, qui décrivait exactement ce qui allait se passer. Mais exactement ce qui allait se passer. Dans tous les secteurs. La baisse du prix de la cocaïne, évidemment. L'envahissement de notre marché par la cocaïne parce que le prix a complètement chuté, les places qui sont touchées, les ports français qui sont touchés, qui sont des cibles, Le Havre, Dunkerque, Marseille, c'est noir sur blanc, tout est fait, tout est mis. Et ça finance le terrorisme. Et ça finance le terrorisme, parce que tout est lié. Oui, bien sûr. Donc, ce qui est très inquiétant, c'est que dans beaucoup de secteurs... Tout a été décrit, tout a été connu par les gouvernements successifs, et malheureusement, peu a été fait. Laurence, ça y est. Oui, moi je pense que, si vous voulez, je suis désespérée de voir qu'en plus certains veuillent libéraliser le cannabis, enfin autoriser le cannabis, parce que c'est un trafic... si vous voulez, c'est la même chose. Ils ont du cannabis dans la poche gauche et de la cocaïne dans la poche droite. Donc ça ne va rien changer. Et en plus, ça va mettre dans l'idée que la drogue, c'est pas grave. C'est ça qui est important. Techniquement, on pourrait se dire, bon, bah, après tout, si on légalise, ça va enlever un trafic. Mais ça n'enlèvera absolument pas de trafic, parce que on le voit sur la cigarette, par exemple. Même si on légalisait le cannabis, on ferait des ventes de cannabis par les dealers qui seraient moins chères, qui seraient trafiquées et achetées parce que moins chères. Et puis, d'être en contact avec un dealer, c'est le début de tout. Et quand on se dit ils peuvent s'entretuer, il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de mineurs. Non. Qui s'entretuent, non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il y a beaucoup de mineurs, des guetteurs, des gamins qui ont 12-13 ans. Moi, j'ai pas envie, effectivement, qu'on continue à tuer des gamins de 12-13 ans, parce que je suis désolée, quand l'autorité parentale n'est pas là, que vous avez un gamin qui est livré à lui-même, vous avez un gamin, et ben c'est ceux-là, souvent, qui sont le plus exposés. Donc c'est pour ça qu'il faut changer la justice des mineurs et remettre en place, puisque là, on est revenu en arrière, parce qu'on voit que ça fonctionne pas, ce qu'on appelait les centres d'éducation. Et tant qu'on tapera pas le mal à la racine, notamment, alors certains se sont moqués du président Macron quand il a dit qu'il fallait mener, si vous voulez, la politique à l'international de lutte contre le trafic. Sarah Knafo a dit on va encore donner de l'argent à l'étranger pour régler leurs problèmes. Mais c'est international, c'est au sein de nos quartiers, c'est un recul de la République, et c'est absolument désespérant pour tous ces honnêtes gens qui vivent, parce que nous on y est moins exposés, qui vivent dans ces endroits. On est tous d'accord. Il y a eu la proposition, est-ce qu'il faut sanctionner les consommateurs? Oui. Comment vous allez les sanctionner? Je discutais avec des jeunes quarantenaires, on va dire, qui étaient effarés de voir que dans leur entourage, pratiquement tout le monde prenait de la cocaïne. Milieu normal, socio-professionnel, normaux, tout le monde prend de... non, pas tout le monde. Énormément, en tout cas, ça s'est énormément développé ces 10 dernières années. Et on n'en est pas encore arrivé. On n'en est pas encore arrivé au stade ultime. Regardez ce qui se passe en Belgique et aux Pays-Bas. Vous avez des narcotrafiquants qui font pression sur les hommes politiques ou sur les industriels ou sur les chefs d'entreprise pour avoir des décisions favorables. C'est-à-dire qu'on a une prise en main de la décision politique ou économique par des narcotrafiquants. On en est arrivé là, à des pays européens qui sont à côté de nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on dénonce, on est tous d'accord autour de cette table. Qu'est-ce qu'on fait?
On fait plein de choses. Moi, je salue déjà l'action de Gérald Darmanin au sein des prisons pour isoler les narcotrafiquants qui commanditent de par la prison, même si malheureusement c'est un serpent à plusieurs têtes. La répression, on a des petits trafiquants qui font que quelques années de prison et encore, voire du bracelet électronique parfois, et qui sont pas très inquiétés. On renforce la justice des mineurs pour pouvoir protéger ces enfants, parce qu'à partir du moment où ils seront sanctionnés, ils seront moins les proies de ces trafiquants. Et puis au niveau européen, c'est pour ça qu'il ne faut pas fragiliser l'Europe, parce que Europol, Eurojust, c'est des structures qui sont importantes. On renforce. Est-ce qu'on n'est pas dépassé quand on parle de Uber Sheet? Ils sont beaucoup plus rapides. Vous avez en 15 minutes, vous appelez, vous avez de la drogue en bas de votre immeuble. Bien sûr. Donc comment on fait? Mais ils ont une capacité d'adaptation que l'État n'a pas. C'est ça qui est extraordinaire dans leur modèle. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la faiblesse de la réponse de l'État. Mais il y a quand même des mesures sur le plan judiciaire à prendre. Je rappelle encore une fois, je reviens sur l'Italie. L'Italie a mené une politique à l'adresse des repentis qui a été extrêmement utile et qui a permis quand même malgré tout, là aussi, de faire reculer le phénomène. Bon, ça nécessite des procédures exceptionnelles en la matière et des procédures de protection, notamment des repentis. Je rappelle qu'ils ont même exfiltré hors d'Italie un certain nombre de repentis pour que justement ces repentis échappent à la possibilité de toutes les vendettas. Ceux qui se mettent à table. C'est ceux qui se mettent à table. Ils racontent d'où vient, qui sont les trafiquants. Ils se mettant à table, ils ont le droit à des remises de peine, ils ont le droit à être libérés éventuellement. Donc voilà, ce qui permet quand même parfois de démanteler un certain nombre de filières. Ça a été très efficace en Italie, ça a été très efficace en Sicile, ça a été très efficace à Naples. Mais je reviens sur ce que disait Jérôme Dubuis. Il a raison, c'est-à-dire que tout le monde... Il y a une ramification politique aussi. Non, mais tout était su déjà depuis... Mais oui, tout était noir sur blanc. Mais il y a des tas de choses qu'on savait depuis des années. Les directions de la DGSE, la DGSI avaient parfaitement anticipé. On a besoin d'argent pour lutter. Si on cramait moins l'argent à faire n'importe quoi dans des dépenses publiques complètement illusoires, et si on gérait mieux l'argent public, on pourrait mettre plus d'argent justement dans la justice, puisque notre budget de justice est tout petit. Et effectivement, mais on est loin de taxer, si vous voulez, les consommateurs, parce que je vous rappelle qu'en France, on laisse des mineurs se prostituer et personne n'est mis donc on laisse faire des gamines qui ont 13-14 ans. Non seulement elles se prostituent, elles ont des clients, tout le monde laisse faire. Donc avant qu'on taxe le consommateur, on en est très loin. Commençons par l'aide sociale à l'enfance. Enfin, je veux dire, oui, j'y reviendrai tout à l'heure dans le coup de... Mais ce qui a été dit est très juste. Il y a une lenteur, il y a une rapidité d'adaptation des trafiquants qui sont des chefs d'entreprise hors pair. Ils sont contraints par aucune règle. C'est la différence fondamentale. Face à ça, ils ont une administration très lourde. Je me demande si pour la lutte, on ne pourrait pas déléguer des entreprises privées. Non, mais il y a autre chose. C'est-à-dire pour vendre de la drogue? Non, pour empêcher qu'on en vende. Il y a un moment où j'ai cité deux exemples de pays qui sont extrêmement touchés, encore plus que nous. Attention à ce qu'on ne dérive pas vers ces pays. C'est maintenant qu'il faut agir. On a déjà beaucoup de retard, vous l'avez dit, à plusieurs reprises, dans ce mode de... Alors, il y a plusieurs choses. La justice des mineurs, effectivement, moi je suis pour l'abaissement de la majorité pénale à 15 ans, 15 ou 16 ans. Voilà. C'est évident. Voilà. Tous ces gens qui échappent, tous ces mineurs qui échappent à des peines parce qu'ils sont mineurs, ça doit s'arrêter. Ouais. Ça doit s'arrêter. Mais vous vous heurterez là aussi à des a priori idéologiques. Ah, mais c'est sûr. Et qui viendront, et qui nourrissent le droit, et qui nourrissent l'interprétation du droit également. Donc c'est une autre difficulté. C'est comme pour l'entreprise. Nous sommes tous responsables individuellement, et on compte toujours sur les autres. Il faut être intransigeant. Il y a même un dîner où on dit rien si on a un copain qui fume une cigarette de je sais pas quoi. Non mais attendez, on est tous responsables. Et je voulais vous dire, la loi narcotrafic, qui est une avancée, qui est toujours en train de mettre des bâtons dans les roues, c'est encore la gauche. Non, mais je veux dire que c'est vraiment... moi, j'en ai marre des bobos parisiens qui vont voter LFI, ultra riches, qui vivent dans le 6e, en nous expliquant que c'est leur façon de contribuer à l'équilibre et à la justice sociale. Mais ces gens-là, en fait, des partis comme LFI, par exemple, eux, leur intention, ce n'est absolument pas de baisser ces trafics, puisqu'ils se nourrissent du chaos, ils se nourrissent de tout ce qui se passe. Il y a un candidat à la mairie de Grenoble, le candidat LFI,
vérifié à la mairie de Grenoble qui a dit que de toute façon, les dealers, ce n'était pas son problème. Clairement. Alors qu'il y a 2 hommes qui ont été tués, 18 et 22 ans, tués par balle. On a notre gagnante, c'est Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour. Bonjour, vous avez gagné un bon d'achat pour le site Le Vent à la Française, donc des bracelets made in France, fabriqués à la main. Vous savez ce que vous allez en faire? Vous allez les garder pour vous, les offrir? Oh non, c'est 2 filles, je pense qu'elles seront ravies aussi. Bon, écoutez, merci, vous êtes fidèle à Sud Radio, vous participez à nos jeux concours? Ah oui. Écoute, presque du matin au soir, ça dépend de mes disponibilités. C'est bien mérité. Très bien, alors c'est mérité. Merci à vous, Cathy, d'écouter Sud Radio, et vous pouvez jouer donc toute la journée, vous le savez, dans toutes les émissions de Sud Radio pour remporter de très très beaux cadeaux. On se retrouve, nous, après les infos, on va parler du livre de Nicolas Sarkozy, on va parler du Louvre. Un auditeur me signale d'ailleurs que les salariés du Louvre annoncent une grève illimitée à partir du 15. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Et nous sommes de retour avec vous pour commenter l'actualité. On va parler du livre de Nicolas Sarkozy qui doit sortir mercredi prochain. On va parler du Louvre, on va parler de la protection de l'enfance. Beaucoup de sujets avec Jérôme Dubuc, vice-président de France-Israël, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, Laurence Saillet, chroniqueuse politique, ancienne députée européenne, et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Et votre dernier livre, Réussir, c'est possible, est paru chez Fayard. Alors Sophie, on va parler d'un autre livre qui paraît chez Fayard mercredi, que vous avez lu, celui de Nicolas Sarkozy, Journal d'un prisonnier. Exactement, c'est un coup de cœur mitigé. D'abord, je voudrais dire que je suis très très honnête, j'aime beaucoup Nicolas Sarkozy, il faut le dire, mais je suis très honnête. Je pense que le timing est très mauvais. Il s'est précipité pour sortir ce livre, et je pense que c'est une erreur parce que ça fausse déjà a priori le jugement qu'on peut avoir. Je trouve qu'il a été trop vite. On a l'impression qu'il écrit à toute allure, que Fayard s'est précipité, qu'il fallait tout de suite en parler. C'est dommage. Ensuite de ça, j'ai commencé à lire très surprise et avec un sentiment un peu négatif. Et puis je me suis complètement laissée prendre. Je l'ai lu d'une traite. Et ça m'a donné l'image, c'est assez intéressant, c'est pas du tout l'image qu'on peut avoir d'un président de la République. C'est pas un roman de gare, mais c'est un roman pratiquement d'un homme, et il dit bien d'ailleurs, il précise, attention, que ce n'est pas un roman et que c'est très vécu bien sûr, mais ça donne une image de Nicolas Sarkozy tout à fait différente. C'est un sentimental, on le voyait pas comme ça, un vrai sentimental. C'est quelqu'un qui a une détermination incroyable, c'est un physique, c'est une bête, Nicolas Sarkozy, on l'a toujours su. Donc on sent dans sa chair combien il est entravé en prison. Il a été d'une solitude qu'il n'a jamais dû connaître dans sa vie. C'est le principe, à un moment il le dit d'ailleurs. Oui, mais il a vécu cette solitude, et d'ailleurs, tant et si bien qu'il avait la visite du directeur de la prison tous les jours, et qu'il a beaucoup apprécié, parce que ça faisait quelqu'un qui parlait, et qu'il a eu la visite de l'aumônier tous les dimanches. Et que là aussi c'est intéressant parce que il s'intéresse à tout, Sarko. Donc il s'est intéressé, l'aumônier, qu'est-ce qu'il voulait lui dire, il savait pas quoi lui dire. Finalement, il a ressenti quelque chose qu'on peut ressentir quand on est face à soi-même comme ça. Il est allé à Lourdes, personne n'en a parlé, c'est vraiment bien. Si. Ça a été un peu dit. Donc je suis mitigée, j'ai été séduite. Vous n'avez pas le sentiment d'être voyeuse en lisant ce livre? Mais exactement, comme je suis voyeuse, dès que vous lisez l'histoire du nouvel amour de je sais pas qui. Alors, Laurence, c'est un livre facile. Alors moi, je vais aller sur un aspect un peu plus politique, peut-être politique, mais déjà, il faut dire une chose, c'est que Nicolas Sarkozy a toujours dit que la parole, c'est la conquête, l'écrit, c'est la confession. C'est pour ça qu'on voit tant de différences entre son discours oral, quand il était en conquête du pouvoir, et l'écrit. Mais ressort quand même des aspects politiques. Alors déjà, il est innocent, et il a voulu porter la parole de quelqu'un qui est innocent et incarcéré. C'est quelque chose d'assez particulier. Mais pour revenir sur l'aspect politique, il a dit des choses quand même importantes. Il a dit, qu'il pensait que sa famille politique LR ne pouvait pas réussir seule. Donc là, ça ouvre des portes et des voies de réflexion, si vous voulez, pour la suite. Il y a de la politique dans ce livre, malgré tout. C'est un homme politique, c'est un animal politique.
il a parlé beaucoup de Marine Le Pen, très touché par la manière dont elle a... raisonnablement. Oui, mais enfin, c'était quelque chose d'important dans le livre. Oui. Enfin, moi, ça m'a plus marqué que le fait qu'il fasse du sport ou qu'il mange des yaourts. Non, mais les gens, c'était mélangé. Mais moi, c'est pas les gens. Je parle en ma parole. Donc après que les gens, ils veuillent... J'ai compris. Moi, je parle comme les gens. Voilà. Donc, moi, comme les gens que je suis, moi, Laurence. Donc, pour revenir à cet aspect politique, je pense que les messages sont clairs et on portait beaucoup, si vous voulez, à réflexion ce week-end. Et je revenais à Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'elle a été très préoccupée par sa situation. Donc il y a, si vous voulez, un discours de respect par rapport à elle. Pour autant, certains en ont voulu tirer la conclusion qu'il fallait une alliance avec le RN, ce qui n'est pas du tout dit ça. Donc j'amène chacun, parce que j'ai vu les grands titres hier pour l'union des droites. Je rappelle que le RN se dit lui-même qu'il n'est pas de droite. Donc essayons d'aller un peu plus finement. Pour le rassemblement, il a dit. Non, il a dit qu'il se prononcerait le moment. Lui a dit pour le rassemblement. Les bandeaux, en fait, titrés ce week-end pour l'union des droites. C'est pas ce qu'il a dit. Pas ce qu'il a dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit ça. Vous n'avez pas lu le livre? J'ai lu quelques passages. Moi, je trouve que le timing n'est pas adapté en la matière. Après, moi, je suis plutôt de ceux qui ont été très critiques vis-à-vis du jugement. Je veux dire, alors vous avez dit il est innocent. Il a été condamné dans l'affaire Big Malian. Mais il est présumé innocent parce qu'il n'y a pas eu l'appel, mais il a été condamné, il est coupable dans d'autres affaires. Il n'était pas incarcéré pour ça. Non, c'est ça, mais vous avez raison, mais je le précise. Oui. Donc voilà, je trouve que franchement, c'était peut-être pas opportun de le sortir aussi rapidement, mais après, il trouvera des lecteurs, c'est évident. Les 20 jours de Sarkozy, aussi insupportables soient-ils et aussi injustes soient-ils, c'est pas la journée d'Ivan Denisovitch de Solzhenitsyn. Il faut qu'à un moment donné ramener les choses à leur juste proportion, quand bien même on puisse avoir de la sympathie pour l'ancien président et être totalement scandalisé par le sort qui lui est fait. Après, en effet, le problème, c'est que moi j'ai lu des passages, il est hybride cet ouvrage. Qu'en effet, c'est que il est censé parler de sa détention, mais en effet, il a il règle quelques petits comptes. Il règle quelques comptes, bon, ça c'est naturel, mais il a en effet parfois des sorties politiques. Et bon, ce qui est intéressant, ce qu'il dit vis-à-vis de Marine Le Pen et ce qu'il dit sur le Rassemblement de la droite, dit quelque chose quand même s'il ne prend pas une alliance avec le Rassemblement national dans le livre. Il est contre un front républicain. Il est contre un front républicain et dit quelque chose sur l'évolution des mentalités quand même, sur un interdit qui jusqu'à présent empêchait toute alliance ou tout report de voix, même vers un candidat du Rassemblement national. Donc, ce qui est intéressant dans la parole de l'ancien président de la République, c'est qu'il participe, qu'on le veuille ou non, à la levée progressive de cet interdit moral qui aujourd'hui quand même n'est pas partagé majoritairement par la plus grande partie de l'électorat de droite. Il suffit de regarder toutes les études d'opinion. Les études d'opinion montrent que majoritairement l'électorat de droite veut une union des droites, et quand il parle d'union des droites, il y inclut évidemment le Rassemblement national, même si je suis d'accord avec Laurence lorsque le Rassemblement national se dit ni de droite ni de gauche. C'est compliqué de dire en même temps, on a compris que le Rassemblement national était plutôt à droite. On va avancer, Jérôme Dubu, parce qu'après je n'ai pas lu le livre, donc je vais être très, très prudent. Je suis gêné par le titre. Voilà. Alors je comprends le côté marketing, le côté publicitaire, le côté vouloir vendre le livre, et c'est son éditeur qui voilà. Je suis un peu gêné aussi. Je suis très gêné par ce titre. On est resté 3 semaines en prison. Journal d'un prisonnier, effectivement, j'allais faire allusion à Solzhenitsyn, à tous les dissidents, à tous les refusniks. À Boualem Sansal, effectivement, c'est pas tout à fait comparable. Voilà. Bon, mais ce qu'il y a à l'intérieur, moi, j'ai lu, j'ai écouté avec attention ce que nous a dit Laurence et Sophie, ce que nous ont dit Laurence et Sophie, puisque vous l'avez lu. Il y a effectivement des messages politiques. C'est pas du tout une alliance avec le Rassemblement national. C'est effectivement un élargissement pour faire en sorte que on n'ait pas un retour de la gauche. Maintenant, comment faire? Parce que LR est aujourd'hui à 7, 8, en tout cas moins de 10%. Donc c'est plus la puissance dominante à droite. Donc ça peut pas se faire autour de LR. Donc on voit bien autour de qui ça va se faire. C'est ceux qui sont à 30%, 30-35%, c'est pas ceux qui sont à moins de 10. Donc si vous voulez, quand on rassemble, c'est qu'on est déjà puissant à l'intérieur. Ce qu'il faut retenir du livre quand même, c'est un livre sentimental. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est Paris Match.
C'est Paris Match. Je veux dire, là, on est en train de parler politique, mais c'est Paris Match. C'est Carla est formidable. C'est Carla est formidable. C'est mon lit est dur. Il n'y a pas d'eau dans les douches. Enfin bon, je schématise un peu, mais c'est un peu ça quand même. J'aime ma famille, je suis malheureux. Julia jette dans mes bras. C'est un livre sentimental et on sent, il laisse passer son émotion. Et il est traumatisé un peu par cette prison. Mais si on avait appelé ça injustice, je sais pas, moi, effectivement, on peut se poser des questions sur le procès, sur la manière, sur le verdict, etc. Mais Journal d'un prisonnier, moi, je suis choqué par le titre. C'est mauvais timing. J'en dirai pas plus, je l'ai pas lu. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de Christophe Glaise et du musée du Louvre, entre autres, et puis d'une affaire épouvantable d'un enfant battu par sa mère dans le train. À tout de suite. Sud Radio. Parlons. On continue avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jérôme, coup de gueule. Coup de gueule sur ce qui s'est passé au Louvre, mais on pourrait faire un coup de gueule tous les jours sur le Louvre quasiment. Donc, voilà, puisqu'on a eu cette affaire de vol, on a eu cette affaire de salle qui a fermé parce qu'elle n'était plus visitable au mois de novembre, et on a appris que le 26 novembre, il y avait eu un dégât des eaux dans la salle qui abritait un certain nombre de revues qui sont consacrées à l'Égypte. Alors, ce ne sont pas des papyrus, ce ne sont pas des... non, mais ce sont des ouvrages rares, malgré tout. Ce sont des ouvrages rares, qui sont des ouvrages qui ont été extrêmement abîmés par les dégâts des eaux. Et alors, on en voit... Alors, ce qui est frappant, parce que ça dans un musée... Ça peut arriver, on peut avoir des problèmes. Bon. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est la défense qui est choisie. On envoie un administrateur général délégué, que personne ne connaît, un illustre inconnu, qui s'appelle Monsieur Francis Steinbock. Et Monsieur Francis Steinbock nous dit quoi? Il nous dit, tenez-vous bien, les documents abîmés vont sécher. Non mais je le cite, je ne transforme rien. On va les envoyer chez le relieur. C'est un niveau d'expertise. Pour les remettre en état. Et puis, ils seront remis sur l'étagère. Ah, c'est drôle. Voilà ce que nous dit Monsieur Steinbock, qui est donc celui qui a été préposé à la voix d'expression du Louvre après cette catastrophe pour un certain nombre de gens. Et puis ensuite, il nous dit, de toute façon, c'est pas très grave, on va condamner effectivement cette salle, et puis on va faire des travaux. Et je suis stupéfait. Oui. Où est la présidente directrice générale, Madame Laurence Descartes? Quelle est la responsabilité des employés? Tout ça est passé par pertes et profits. C'était déjà un peu le cas au moment du vol, vous vous souvenez? Oui, bien sûr. Et bien là, on recommence. Donc on envoie un préposé que personne ne connaît, avoir une expression extrêmement maladroite, évidemment, et puis tous les responsables qui devraient être là aux avant-postes, ils devraient être là, présents. Ils ont disparu dans la nature. Donc, responsable mais pas coupable, c'est exactement ce que disait Georgina Dufoy à propos du sang contaminé. On en revient à cette expression, responsable n'est pas coupable, pas de coupable, pas de sanction. Alors que c'était prévisible, que ça avait déjà... Mais oui, il y avait un rapport qui est d'ailleurs, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé dans cette affaire. Si, alors je vous conseille de lire la Tribune de l'Art, c'est accessible gratuitement. Didier Rickner raconte environ 400 ouvrages ont été détériorés, notamment leurs reliures anciennes, dont certaines sont désormais irrécupérables. Les bureaux ont également souffert. La puissance de l'eau jaillissante était telle que, non content de gorger la moquette d'eau, celle-ci s'est infiltrée jusqu'à l'étage inférieur, atteignant une armoire électrique, ce qui aurait pu provoquer un incendie. Une nouvelle fuite moins importante a eu lieu au même endroit mardi. Et tout cela pourrait passer pour un incident inévitable, comme il en survient parfois, sauf que ce n'est pas une surprise. Depuis des années, on demande à ce monsieur Steinbock, administrateur général, des crédits pour protéger ses livres d'une rupture potentielle des canalisations. Non, mais c'est stupéfiant. C'est l'impunité. C'est-à-dire qu'au-delà de responsable mais pas coupable, moi j'irais plus loin, c'est qu'on a eu deux traumatismes avec ce qui s'est passé au Louvre. Non seulement, si vous voulez, on est traumatisé d'avoir perdu nos bijoux, puisque à ce stade, ils ne sont pas retrouvés. Oui, moi je suis traumatisée par les bijoux. Maintenant, on est dans une autre analyse, c'est-à-dire le sentiment d'impunité. L'impunité des serviteurs de l'État, entre guillemets. Voilà. Et ça veut dire qu'en fait, au final, ça donne une leçon globale. C'est-à-dire, vous êtes fonctionnaire d'État, rien ne peut vous arriver. Mais on revient à notre débat du début d'émission. Chef d'entreprise,
vous êtes viré. Mais je vous rappelle qu'on disait que c'était le casse du siècle. Pour faute, en plus. Alors qu'on avait, comment il s'appelle encore, le casse du siècle, soi-disant. Oui. Alors qu'on avait, comment il s'appelle, Fanfan la boulette, là où je sais plus comment on appelle ça. Ah oui, Doudou Cross-Bitume. Doudou Cross-Bitume. Non mais, excusez-moi, mais c'est juste une blague. C'est-à-dire qu'on nous a expliqué, mais vous vous rendez compte, le Louvre a été cambriolé, mais attention, c'était le casse du siècle. Non, le casse du siècle, par rapport à ce qu'on a perdu, mais absolument pas par rapport à ceux qui ont commis les méfaits. Pourquoi ? Parce que justement, rien n'était mis en place pour protéger. Moi, je suis désolée, mais quand vous arrivez dans le Louvre, que vous y travaillez, quand vous voyez cette fenêtre exposée de la sorte, qui ne peut pas se dire que ça pose problème ? Mais ça avait été signalé. Même dans nos métiers, dans nos maisons, pardon, on ne se laisserait pas exposer de la sorte. Je trouve ça scandaleux. Parce qu'il n'y a pas de chef. Alors moi, je voudrais dire, en tant que chef d'entreprise, que en fait, le vrai problème, personne n'est responsable et coupable. Il n'y a pas de chef. Il y a une patronne. Non, mais attendez, c'est pas vrai, il y a un chef. C'est-à-dire que c'est une décision politique. Si le politique décide à un moment donné de démissionner l'administratrice du Louvre, il le fait. Vous savez, le général de Gaulle, en 60, il y avait un détenu de l'OAS qui s'était échappé d'une prison en Vendée. Le préfet a été limogé dans l'heure qui suivait. Il n'était pas d'ailleurs responsable fondamentalement de l'évasion, mais il a été limogé dans l'heure qui suivait. Donc c'est une décision politique qui, à un moment donné, décide de sanctionner ou pas sanctionner un haut fonctionnaire. Non, mais c'est pas ça. Je parle du fait que... Oui, non, mais vous avez raison, mais il y a un autre niveau. Je dis qu'il n'y a pas de chef dans ces établissements qui soit capable de dire, vous me réparez ça tout de suite. En tout cas, c'est la République. Il devrait y avoir. C'est la République de l'irresponsabilité, de l'autoprotection. Voilà, donc c'est absolument inadmissible. D'ailleurs, sur Notre-Dame, j'en reviens à Notre-Dame, incidemment, vous avez eu des coupables, des responsables ? Non. Mais ça, personne n'a su. Alors attendez, on va avancer parce qu'il nous reste encore deux coups de gueule. Parce que mon immeuble a brûlé à la montagne intégralement. On a cherché pendant 3 mois. On n'a rien trouvé. C'est très compliqué un départ de feu. Ton immeuble, c'est pas Notre-Dame. Non. Non, mais regardez, les cambrioleurs de François Hollande ont été arrêtés. Il n'y a que 7%, des cambriolages qui sont élucidés. Et celui de François Hollande a été élucidé. Parce que c'était formidable. Il a eu de la chance. Il a eu de la chance. Surtout qu'il n'aurait jamais dû avoir lieu avec une protection rapprochée. Même dans les cambriolages. C'était Mélenchon. Laurence, cette affaire, effectivement, c'est le Parisien qui nous l'apprend dans un train. Alors, une femme qui a été interpellée et qui a été mise en examen parce qu'elle a frappé son fils dans un TGV, c'est-à-dire que la scène était d'une telle violence, elle lui a cogné la tête parce qu'il avait fait tomber une boisson, le pauvre petit garçon de 6 ans. Elle lui a cogné la tête à plusieurs reprises contre la tablette. Oui. Elle lui a arraché les cheveux, enfin absolument terrible. Heureusement, les passagers, je peux dire pour une fois, mais c'est pas tout le temps le cas, sont intervenus en faisant le 117 par SMS 119. Non, 119 c'est pour enfants sans danger. Ouais. Et ils ont fait eux la sécurité des transports. Oui, des transports, vous avez raison. Donc 3117, très important, faites-le. Moi, je l'ai déjà fait dans le métro pour signaler des situations. C'est des systèmes qui sont mis en place par SMS. Vous pouvez informer. Et là, on en revient à, si vous voulez, pauvre petit. Je vous rappelle quand même qu'il a été placé en foyer le soir même. Donc, vous imaginez un petit garçon dans le train, on l'agresse, il se retrouve dans un foyer le soir, enfin tout ceci est horrible. Un enfant meurt sous le coup de ses parents environ une fois par semaine. Les gens entendent, les gens savent, les gens voient, mais ils ne disent rien. Oui. Et moi je pense qu'il faut poursuivre ces gens qui ne disent rien. Judiciairement, c'est non-assistance à personne en danger. Non-assistance à personne en danger. Parce que si tout le monde signalait au 119, c'est pas formidable, mais ça fonctionne quand même assez bien. En plus, c'est anonyme. Si tout le monde signalait ces situations, les voisins qui entendent des cris, les voisins qui voient des enfants apeurés par leurs parents, tout ça, je veux dire, c'est la responsabilité. Moi, je le dis, on doit attaquer juridiquement ceux qui savent et qui ne disent rien. On doit aller beaucoup plus loin. Bravo. Ce n'est pas l'affaire des autres. Et on doit absolument protéger nos enfants. S'il vous plaît, appelez le 119. Quand vous avez un doute, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais au moins, on le saura. Violence sexuelle, violence physique, c'est notre responsabilité à tous. On n'est pas des inquisiteurs, on est des responsables adultes. Vous savez, j'ai une amie qui a signalé dans l'école de sa fille un enfant qui était battu à coups de ceinture par son
par sa mère. La directrice a dit oui, enfin, on ne sait pas, c'est pas à nous, etc. Et ben, ils ont appelé le 119 qui paraît-il, était formidable. Et effectivement, c'est incroyable. Ce sont des situations, lisez cette histoire, c'est assez terrible. Arnaud, avec vous, on va parler de Christophe Glaise. Christophe Glaise qui est toujours emprisonné en Algérie. On espérait une justice plus clémente. Malheureusement, il a été condamné à nouveau à 7 ans de prison ferme. Moi, je voudrais insister sur le fait que depuis le début, cette affaire est absolument scandaleuse. Parce que quand même, globalement, il faut se souvenir que Christophe Glaise a été placé sous contrôle judiciaire au mois de mai 2024, c'est-à-dire quasiment 6 mois ou 5 mois avant l'arrestation de Boualem Sansal, que le Quai d'Orsay lui a dit surtout faites confiance en la justice algérienne, ne vous inquiétez pas, il ne va rien se passer, et qu'on a appris finalement que Christophe Glaise se trouvait en Algérie le jour où il a été condamné à 7 ans de prison ferme à l'été dernier. Donc ce qui démontre quelque part que la stratégie qui consiste à ne rien dire, à ne rien faire et à rester silencieux est une stratégie qui mène dans une impasse absolue. C'est l'impasse dans laquelle malheureusement se trouve aujourd'hui Christophe Glaise. On voit bien que de toute façon, du côté du pouvoir algérien, ils vont continuer à, si vous voulez, se servir de Christophe Glaise après avoir relâché sous la pression et grâce aux bons offices des Allemands Boualem Sansal. Ils vont continuer vraisemblablement, malheureusement, à s'en servir comme d'un otage qui repose la question de notre attitude vis-à-vis de l'Algérie, encore une fois, qui est une attitude, qu'on le veuille ou non, qui demeure une attitude de très grande faiblesse et qui ne permet pas vraisemblablement d'infléchir le rapport de force. Non, je partage exactement ce que vient de dire Arnaud. En réalité, on est soumis depuis des années, et quel que soit le gouvernement, moi je l'ai déjà dit ici, c'est pas un problème de gauche ou de droite, encore que Retailleau ait essayé un petit peu de faire bouger le cocotier, si je puis dire, mais que ce soit de gauche ou de droite, tous les gouvernements depuis 1962, depuis les accords d'Évian, sont soumis à ce régime dictatorial, corrompu, militaire, antidémocratique, qui est le régime algérien. Et on ne dit rien. Vous savez pourquoi on ne dit rien? On a peur de la diaspora algérienne en France. Mais la diaspora algérienne, elle est contre. Laissez-moi, je sais qu'il y a de ça, c'est pour ça que je vais peut-être vous en dire plusieurs choses. C'est-à-dire que, on a peur parce qu'il y a quand même un noyau de diaspora qui sont radicalisés et qui cherchent et qui vont, vous avez vu les émeutes dans les banlieues, on sait qu'on est incapable de gérer, là si ça revient, donc on est complètement impuissant. Ensuite, il y a du renseignement algérien contre le terrorisme, et c'est vrai qu'on a une coopération, je sais que c'est pas entendable, mais c'est la vérité, avec le Maroc et l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme, ça fait aussi partie des choses. Donc vous voyez, c'est un cumul de choses, mais quand vous voyez nous, qu'on a ces OQTF algériens qui sont sur le sol français, qu'on n'arrive même pas à renvoyer, qui pour certains sont en même temps des gens qui sont mis en cause par la justice, et que parce que... Ça veut dire que l'État français... C'est que l'État français n'est plus mettre chez lui, parce qu'il y a une diaspora, je veux dire, l'État français ne peut pas agir. Je veux dire, non, c'est un vrai sujet. Oui, non, mais malheureusement, aujourd'hui, on a peur de tout. On a peur de tout. Donc, on a peur de notre propre diaspora algérienne en France. On a peur de ne plus avoir de renseignements. On a peur de mener un bras de fer. Et donc, on a peur de tout. Oui, aujourd'hui. Non, mais on n'en a plus de renseignements de toute façon. On sait très bien que les canaux sont coupés. Donc, on continue comme ça. Formidable. Et on citera Christophe Glaise, parce que c'est vrai que j'ai dit qu'on avait beaucoup parlé de Boualem Sansal, moins de Christophe Glaise. Oui, mais parce que c'était la volonté aussi de ses soutiens de ne pas en parler. Donc tous les jours dans le Moudjahidine du peuple, vous le lisez pas, moi non plus je le lis pas, mais on me rapporte ce qui se passe dans cet organe de presse qui est l'organe officiel du gouvernement algérien. La France est insultée, matin, midi et soir, tous les jours, et personne ne réagit. Enfin, ça va continuer combien de temps? On se retrouve nous dans un instant pour l'émission Média. On va parler de l'amour et dans le pré. Ça va nous, rester. C'est plus apaisant. Merci à tous les quatre. À tout de suite. Sud Radio.